Encore une fois, c'est Djibril, étudiant en Master 1 d'ingénieur civil physicien à l'ULB. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à la correction de l'examen de juin 2015, partie analyse, précisément la question numéro 2. Donc, comme question, nous avons deux sous-questions, la question de A et la question de B. La question de A, c'était l'intégrale définie d'une fonction trigonométrique assez spéciale. Et la deuxième question, c'est l'intégrale non définie d'une fonction exponentielle. Donc, nous allons d'abord commencer par calculer l'intégrale de la première fonction trigonométrique. Et entre les deux, je vais rajouter un petit bonus pour un peu plus détailler le calcul intégral. Et à la fin, nous allons faire la question B. Tout d'abord, avant de commencer, comme d'habitude, nous allons faire un petit rappel théorique, puisque dans le calcul des fonctions intégrales, nous sommes parfois obligés de faire certaines petites manipulations de dérivées. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour calculer la dérivée d'une fonction composée? Je suppose que certaines personnes le connaissent, mais je tiens quand même à le rappeler. Donc, c'est tout simplement, si je veux calculer la dérivée d'une fonction f composée par une fonction g, c'est égal à la dérivée de la fonction g par rapport à x fois la dérivée de la fonction f par rapport à g. Une façon mémotechnique de le voir, c'est comme si le dg qui était là se simplifie avec le dg qui est là, pour tout le temps retrouver des f sur des x. Mais en réalité, les dérivés, c'est pas une division, c'est tout simplement une notation. On calcule tout simplement l'accroissement d'une fonction par rapport à une variable. Comme seconde propriété, puisqu'on a affaire à des fonctions trigonométriques, il faut quand même savoir comment est-ce qu'on dérive une fonction trigonométrique. Donc, si je calcule la dérivée de cos de x par rapport à x est égal à moins la dérivée de sin de x. Et je suppose que tout le monde sait très bien que la dérivée, c'est l'opposé de l'intégrale et vice-versa. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voulais intégrer moins sin de x, je vais retrouver cos de x à une constante près. Pourquoi une constante près? Parce que tout simplement la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, j'aurais bien pu avoir une constante dans cette fonction et de l'autre côté, j'aurais pas eu cette constante parce que je la dérivais. Bon, puisqu'on parle de cos de x, pourquoi par sin de x? Dans la dérivée de sin de x, c'est cos de x. Ça veut dire que si je calculais l'intégrale de cos de x tout seul, j'aurais retrouvé le sin de x. Et aussi souvent, on est amené à faire soit des changements de variables, soit des formules assez spéciales. Et pour appliquer ces formules-là, il faut savoir faire une dérivée implicite. Donc une dérivée implicite veut dire tout simplement qu'on dérive tout au long de l'équation. C'est-à-dire, si j'ai une fonction f de x qui est égale à g de y, j'aimerais bien peut-être, comme dans mon intégrale ci-dessous, remplacer dx par dy. Peut-être pour simplifier l'équation, pour la rendre un peu plus légère. Donc je pose que f de x vaut g de y, je dérive f de x par rapport à x, je multiplie fois dx, je dérive g de y par rapport à y et je multiplie par dy. On appelle ça tout simplement une dérivée implicite. Et comme bonus ou comme astuce qui va nous servir à la fin, ça tu peux le noter, c'est assez utile en trigonométrie, en analyse et souvent en algèbre. Le cosinus de npi ou n est un nombre entier est égal à 1 si n est pair et moins 1 si n est impair. Je vous laisse démontrer cette même propriété avec le sinus de npi. Donc à présent, nous allons passer au calcul de notre intégrale. Donc généralement, quand on fait face à une fonction assez complexe comme celle-ci, la première chose est de se dire comment est-ce que je fais pour simplifier cette fonction. Donc, classiquement, il y a plusieurs méthodes de simplifier une expression, soit avec des propriétés, si c'est des fonctions trigonométriques, soit de passer par des identités trigonométriques, ou alors soit de passer par un changement de variable ou une formule toute faite. Ici, je vois très clairement que si je veux passer par des identités trigonométriques, je serais assez coincé parce que je ne connais pas d'identité trigonométrique qui prend en compte la puissance 6 par rapport au cosinus. Une autre formule, une autre méthode, c'est soit de passer par un changement de variable pour simplifier
mon expression. Donc l'idée la plus simple, la plus bête, la plus facile, c'est toujours de faire un changement de variable pour simplifier mon expression, c'est-à-dire de passer par une variable beaucoup plus simple. Une autre méthode aussi est ce qu'on appelle une intégration par partie, qui est une méthode que je ne vais pas aborder pour la résolution de cette question, car pour moi elle semblait assez longue et n'exploitait pas totalement la puissance du changement de variable. Donc généralement, quand on a deux produits, passer par la formule d'intégration par partie est assez bien. Mais si tu sais faire un changement de variable ou si tu sais un peu plus simplifier ça, autant mieux faire ce changement de variable. Et l'intégration par partie est faite généralement pour des fonctions assez spéciales. Donc je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour expliquer dans quel cas l'utiliser ou pas. Donc ici, je fais mon changement de variable, je pose cos de 5x est égal à v. Donc j'aimerais bien transformer mon intégrale à une intégrale qui ne dépend que de v. Donc pour faire ça, je vais défaire une dérivée implicite. Comme vu tout à l'heure dans mon rappel théorique, cela consiste juste à dériver cette équation implicitement, c'est-à-dire de dériver cette expression, de multiplier fois dx, de dériver le v et de multiplier fois v. Je sais que si je veux dériver le cos de 5x, je fais une dérivée d'une fonction qui est cos, composée d'une autre fonction qui est la fonction 5x. Donc, qu'est-ce que mon rappel me dit? Que je dérive 5x par rapport à x. J'obtiens moins 5, j'obtiens 5, désolé pour moi, et je dérive cos par rapport à 5x. Donc, je vois 5x comme une variable tout entière. On a vu dans le rappel que la dérivée de cos, c'est moins le sinus, toujours avec 5x, et je rajoute dx. La dérivée de v, c'est 1, donc j'ai juste dv. Donc, avec cette expression, je peux isoler le dx, qui vaut dv sur moins 5 sin de 5x, et par la suite remplacer tout ça dans mon expression. Donc, remplacer dx par l'expression que je viens de calculer, et remplacer cos de 5x par mon changement de variable. Donc, en faisant ça, j'ai une intégrale qui dépend pratiquement de v, parce que je peux simplifier sin de 5x avec sin de 5x. Pourquoi je dis dépendre pratiquement? Parce que n'oublions pas que nos bornes d'intégration dépendent toujours de la variable d'intégration qui était x. Donc il y a un choix à faire, soit de transformer les bornes par rapport à v, c'est-à-dire de calculer la valeur de v quand x vaut 10 pi, et ensuite calculer la valeur de v quand x vaut 21 pi. Généralement, moi j'aime bien calculer mon intégrale par rapport à v, revenir à ma fonction trigonométrique et appliquer les bornes. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Ça me permet de faire un peu moins de calculs et de commettre moins d'erreurs. Mais pratiquement, ça revient à la même chose. Donc, je vais tout simplement calculer l'intégrale de v puissance 6 sur moins 5 et revenir à ma fonction trigonométrique. Donc, l'intégrale de v sur moins 5, c'est v puissance 7 divisé par 7 fois moins 5. Donc, c'est classiquement une intégrale d'une bête fonction à la puissance n, où je rajoute 1 à la puissance divisé par la nouvelle puissance. Et par la suite, je remplace le v par cos. Donc là, j'obtiens cos de 5x puissance 7 divisé par moins 35 appliqué à 10 pi jusqu'à 21 pi. Donc, les bornes d'intégration, c'est de faire quoi? De faire borne supérieure qui est cos de 5 fois 21, ça fait 105 de tête, je rigole, moins cos de 7, cos puissance 7 de 50 pi. 50, c'est 5 fois 10. Mais si on se souvient de ce que j'ai mis dans mon rappel, encore une fois, si je calcule le cos de n pi quand n est pair, j'obtiens bien un nombre, j'obtiens 1, et quand n est impair, j'obtiens moins 1. Donc si je calcule cos de 105 pi, qui est un nombre qui est impair, donc pas divisé par 2, j'obtiens bien ici moins 1 à la puissance 7, c'est toujours moins 1. Et quand je calcule cos de 50, j'obtiens 1. Quand je fais moins 1, ça me fait moins 2.
Avec le moins qui est là, ça va se compenser, j'obtiens juste 2 sur 35. Et là, j'ai terminé le calcul de la question 2A. Donc, je ne connais pas combien de points ça vaut, mais généralement, pour ce type de calcul, à l'examen, c'est coté, la trigonométrie et l'analyse est généralement cotée sur 20, et la question 2 est généralement cotée sur, je sais pas, 5 points, je pense. Donc ça vaut pratiquement 2 points et demi à l'examen d'analyse. Donc, les deux trucs à savoir, c'est changement de variable, intégration d'une fonction trigonométrique, application des bornes, et de savoir quand est-ce que le cos, les différentes valeurs de cos de NP. C'est tout. Comme je vous avais promis, il y a un petit bonus. On a bien remarqué que entre le cos qu'on avait, le sin qu'on avait, le cos et le sin, il y avait un lien de dérivée de cos c'est sin, dérivée de cos c'est moins sin, dérivée de sin c'est moins cos un sin près. On avait remarqué qu'il y avait un lien entre les deux fonctions qui l'une était dérivée de l'autre. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut extrapoler ça et d'aller un peu plus loin avec une idée assez générale. Donc, si je veux calculer l'intégrale d'une fonction f de x à la puissance n, peu importe la nature de cette fonction, qu'elle soit trigonométrique, exponentielle ou polynomiale, ça marche très bien tant que cette fonction est réelle, bien sûr, avec fois la dérivée de cette même fonction. On remarque très bien que dans le dernier cas, notre f de x était un cos et notre f' c'était sin, parce que la dérivée de cos c'est sin à un sin près, bien sûr. Il fallait rajouter un mot. Donc, quand j'ai ça, qu'est-ce que je fais? De façon générale, polynôme, exponentiel, peu importe. Je pose mon changement de variable, soit je pose f de x qui est égal à v, je passe par ma dérivée implicite, donc quand je dérive f de x, j'ai f', quand je dérive v, j'ai v. J'isole directement le dx. Après, je remplace tout dans mon intégrale, j'ai v puissance n qui était mon f, fois f' de x qui était là au départ, dv divisé par v' de x. Là, je vois clairement que je peux simplifier v' avec v', j'obtiens juste l'intégrale de v puissance n, qui est tout simplement une bête intégrale d'une variable x puissance n ou v puissance n tv, qui me donne v puissance n plus 1 divisé par la nouvelle puissance n plus 1. Sachant que v c'était f de x, donc j'ai tout simplement v de x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus une constante. Bon, je vous laisse à vous comme exercice d'appliquer cette propriété qui est supposée connue en secondaire. On peut l'appliquer directement dans certains cas. Mais si tu as une question, on te demande de faire un calcul, autant mieux détailler ce calcul. Et si pour toi, d'après ta jugeote, tu vois que c'est plus facile d'appliquer directement cette propriété, quand tu as des calculs intégrales assez longs, tu peux l'appliquer dans certains cas. Donc il faut faire attention à cette propriété. Ça peut te permettre peut-être de vérifier rapidement ta solution. C'est une toute petite question comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc maintenant, passons à la résolution de l'exercice B. L'exercice B, il fallait calculer 1 sur 1 plus exponentielle de 6x par rapport à x. Donc, de l'intégrale de la fonction exponentielle. Tout d'abord, avant ça, je vais faire un petit rappel qui va nous servir de motivation. Donc, comme d'habitude, rappel théorique. Donc, si je veux faire l'intégrale de f' de x sur f de x, c'est égal à ln de f de x. Bien sûr, avec des valeurs absolues si f n'est pas toujours positif. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux calculer l'intégrale de f' de x sur f de x, c'est égal à ln de f de x. Je pense que c'est une formule qui est connue par la majorité des étudiants en secondaire, mais pas par tous. Un exemple classique, c'est si je veux intégrer 1 sur x. La plupart des gens savent que c'est ln de x. Pourquoi? Parce que si f de x est égal à x, dans le cas de 1 sur x, f' de x est égal à 1. Donc, la solution, c'est ln de f de x. Pourquoi ce rappel théorique est important? Parce que dans cette expression, j'ai un truc qui est assez compliqué. J'ai 1 sur 1 plus exponentielle de 6x. Moi, j'aimerais bien avoir l'intégrale de 1 sur quelque chose, peut-être pour l'intégrer facilement. Si je regarde mon rappel théorique, ok, là j'ai 1 plus exponentielle de
6x, mais si je dérive ça, j'obtiens 6 exponentielle de 6x, qui n'est pas, que je ne retrouve pas au numérateur. Dans le numérateur, je n'ai pas f' de x. Donc ici, je ne peux pas directement appliquer ma recette magique, sinon c'est trop facile. Donc, le but ici, c'est de voir que mon expression est assez compliquée. Donc, j'aimerais bien rendre mon expression un peu moins compliquée. Donc, comment rendre mon expression un peu moins compliquée? C'est de passer par un changement de variable, comme je l'ai répété tout à l'heure. Dans le changement de variable, c'est vraiment l'outil le plus important dans le calcul intégral. Ça va faire un changement de variable, connaître des identités remarquables et connaître un peu, jouer avec de l'algèbre. C'est que ça les intégrales. Donc ici, puisque mon expression m'a l'air compliquée, puisque c'est le dénominateur qui me pose problème, je vais passer par un changement de variable qui va peut-être m'aider à avoir un truc de 1 sur quelque chose, qui est assez simple à avoir. Ou une fonction, la dérivée d'une fonction divisée par cette fonction, si je peux bien évidemment l'avoir. Donc ici, je vais poser 1 plus exponentielle de 6x d'être égal à une variable que j'ai appelée v. Donc soit v est égal à 1 plus exponentielle de 6x. Le but, c'est de ramener mon intégrale par rapport à v. Donc, je sais déjà que le dénominateur vaut v, mais que vaut dx? Pour trouver la valeur de dx, je passe par une dérivée implicite. Je dérive implicitement ma fonction. J'obtiens dv qui vaut 6 exponentielle de 6x dx. Donc, la dérivée de l'exponentielle, tout le monde sait que c'est l'exponentielle de x. Et là, j'ai exponentielle de 6x. 6x, c'est comme une fonction. Et si on se rappelle de ce qu'on a vu par rapport à la dérivée composite, qu'est-ce que je fais? Je dérive la fonction composite qui est 6x, ça me donne 6. Je dérive la fonction mère qui est l'exponentielle par rapport à 6x qui me donne l'exponentielle de 6x. La dérivée d'une exponentielle de x est constante par rapport à x. Et je pense que je vais faire une vidéo tout à l'heure pour expliquer la nature physique ou mathématique de cette dérivée qui est constante de cette fonction qui est constante par rapport à sa dérivée. Ok. Après ça, j'isole dx, j'obtiens dv sur 6 exponentielle de 6x et je remplace tout dans mon intégrale. Donc je remplace 1 plus expo de 6x qui vaut v, dx qui vaut dv sur 6 exponentielle de 6x, désolé pour moi c'est 6x. Je sais que expo de 6x c'est v moins 1. Donc ici j'ai v moins 1, donc ici c'est bien expo de 6x, c'est pas expo de x. Donc là, j'ai l'intégrale de 1 sur v fois v moins 1. Là, je vais essayer peut-être d'appliquer ma propriété que j'ai mis là, mais c'est pas exactement ça, parce que là, on peut dire que j'ai deux fonctions. J'ai une fonction v et j'ai une fonction v moins 1. Donc l'idée, c'est de se demander, est-ce que je peux séparer ça en deux fractions avec une fraction qui a une base de v et une autre fraction qui a une base de v moins 1. Donc généralement, on appelle ça des fractions partielles ou une séparation des fractions. Donc ici, je vais vous montrer plus ou moins l'idée, mais je vais faire une vidéo supplémentaire sur le traitement des fractions partielles qui va prendre pratiquement 2 à 5 minutes. Donc ici, je vais travailler sur ma fonction partielle qui est 1 sur v fois v moins 1. Si je décompose ça, j'ai moins 1 sur v plus 1 sur v moins 1. Ici, c'est assez facile, vous pouvez essayer de faire ça chez vous, de voir comment décomposer une fraction en a sur v plus b sur v moins 1, de trouver a et b séparément. Ici, par gain de temps, je ne vais pas démontrer explicitement comment je retrouve le moins 1 et le 1, mais je peux le vérifier, bien évidemment. Si je veux mettre tout sur la même base, je fais un produit croisé, donc v moins 1 fois moins 1, ça me donne moins v plus 1, plus v, donc j'ai moins v plus 1 plus v, ça me donne 1 sur v fois v moins 1. Donc cette fraction est bien égale à cette fraction. Donc je sais décomposer mon intégrale en deux, intégrale de moins 1 sur v plus 1 sur v moins 1. Donc si j'ai deux fonctions séparées par un plus, je peux intégrer séparément. Et là, je peux crier victoire parce que je sais utiliser mon rappel théorique. Je sais faire l'intégrale de 1 sur v. Je sais que l'intégrale de 1 sur v, c'est ln de v. Ça, c'est facile. Et qu'en est-il de 1 sur v-1? Si je regarde ça de plus près, quand je dérive v-1, j'obtiens 1. Donc, j'ai bien une fonction, j'ai bien
la dérivée d'une fonction sur la fonction elle-même, donc j'ai juste ln de la fonction. Donc je l'applique directement dans le moins et ça ne bouge pas, ça me donne ln de v plus ln de ma fonction, puisqu'au numérateur c'est bien la dérivée du dénominateur plus une constante. Une intégrale c'est toujours une constante prime. Mais moi je faisais pas une intégrale par rapport à v, je faisais une intégrale par rapport à x. Donc je vais revenir en termes de x, je sais que v c'est 1 plus expo de 6x et v moins 1 c'est expo de 6x plus une constante. À ce niveau-là, tu peux bien toujours vouloir simplifier en te disant qu'ok, en appliquant la propriété de ln de a fois ln de a plus ln de b, sachant que le moins je le mets en puissance, ça me donne ln de a fois b, ou alors te dire que le 6x peut venir à l'extérieur et ln de e vaut 1. Moi, par facilité ou par pure paresse, j'ai décidé de m'arrêter là. Je laisse à l'utilisateur de le simplifier à sa guise. Pour moi, une simplification supplémentaire n'apportera rien de nouveau. Par la suite, passons à une vérification, exercice facile. Je laisse au lecteur de vérifier que la dérivée de cette expression me redonne bien ça. Moi, je l'ai fait en parallèle, mais juste pour travailler ta notion de dérivée, redérive cette expression. Tu vas bien retrouver la fonction de départ. Donc ça, c'est exercice laissé au lecteur. Après cette longue vidéo de pratiquement 20 minutes, je peux tout simplement dire merci pour votre attention, merci aux lecteurs, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, vos likes et même vos dislikes, merci pour vos remarques et n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les prochaines vidéos arriveront sur des correctifs des questions d'examen, des astuces, peut-être peut-être une séance d'information sur comment se déroule l'examen d'entrée, qu'est-ce qu'il faut préparer, quelle est la matière, parce que là, je ne fais que résoudre des, des exos en one shot, je prends les exos, allez hop, je résous, mais c'est pas vraiment très structuré. C'est juste pour aider les gens qui veulent passer l'examen d'entrée, juste pour cultiver une certaine motivation pour l'examen. Mais je pense que durant la rentrée, par rapport au retour et au démon, je vais essayer de mieux structurer les vidéos. Bon, là, au départ, je vais un peu faire du one shot pour avoir un peu des abonnés par rapport aux questions. Je vais prendre des questions assez classiques, assez générales. Donc, vous avez mon contact là. Donc, n'oubliez pas qu'on est un groupe d'étudiants qui donnent des cours particuliers aussi. On fait de l'accompagnement pédagogique en particulier et aussi en petits groupes durant cette année en maths, physique, informatique. Donc, n'hésitez pas de me ou de nous contacter via cette adresse mail. Merci et bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois.